Lui ou le chaos? C'est grave. Je peux pas le dire mieux. Pour faire accepter son plan d'économie de 44 milliards d'euros, François Bayrou joue à qui tout double. Il sollicitera un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement dans un débat ordonné, suivi d'un vote, et non pas dans le désordre des affrontements de rue et des injures. Le pari s'annonce risqué. Le RN et toute la gauche, de LFI au PS, ont déjà déclaré qu'ils voteraient contre. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est buté, borné, arrogant, et donc je ne vois pas comment nous pourrions voter la confiance. François Bayrou tente une ultime manœuvre, il rencontrera un ultime échec. Une chute annoncée, honorable, estime le leader de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon salue l'acte démocratique de François Bayrou pour mieux tacler Emmanuel Macron, accusé de confisquer le pouvoir. Sa réponse me paraît digne. Je veux dire, enfin, on revient à des mœurs républicaines qui va nous permettre d'exprimer que non, nous n'avons pas confiance, mais dans une forme pacifique et démocratique. Ce vote du 8 septembre intervient dans un contexte de défiance entre les Français et leurs élus. Des contestataires anonymes de tous bords appellent même sur les réseaux sociaux à se soulever et à mettre la France à l'arrêt le 10 septembre. Le 10 septembre, ensemble, bloquons tout. Alors va-t-on assister à un retour des Gilets jaunes? Pourquoi la démocratie française est-elle en crise? Référendum, convention citoyenne ou destitution d'Emmanuel Macron? Comment redonner confiance aux Français? Nos trois invités pour ce débat, François Boulot, bonsoir, ancien avocat, ancien porte-parole des Gilets jaunes. Selon vous, la situation politique actuelle de la France reflète un grand désarroi démocratique. Aujourd'hui, la démission d'Emmanuel Macron s'impose. À côté de vous, Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, maître de conférence à l'Université de la Sorbonne. Dernier essai paru cette année, Voulons-nous encore vivre ensemble, aux éditions Odile Jacob. Selon vous, le cœur de la crise démocratique n'est pas la crise de la représentation, mais celle de l'incapacité à agir. Le mouvement Bloquons tout est foncièrement irresponsable. Et à côté de vous, Aurore Malval, grand reporter au service politique de Marianne. Selon vous, Bloquons tout intervient dans un moment de malaise des classes populaires et de paupérisation à la fois financière et psychologique des classes moyennes. Il faut se mettre à écouter les Français. Et le mot du jour, c'est clarification. Oui. Benjamin. Un mot et une nécessité, selon François Bayrou, qui en a fait un étendard hier pendant sa conférence de presse. C'est un moment d'hésitation et de trouble qui impose une clarification. Et il y a un lieu pour cette clarification, c'est le Parlement, a dit le Premier ministre, pour justifier le vote de confiance, donc il demande à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Pierre-Henri Tavoyot, c'est une décision que vous saluez, celle de François Bayrou, de rendre la parole à l'Assemblée, donc aux Français. L'Assemblée a la parole, mais je pense qu'il y a un point particulier, c'est ça que j'ai apprécié dans l'intervention de François Bayrou, c'est qu'on a du mal en France à se mettre d'accord, pas simplement sur les mesures, mais sur le diagnostic de la situation. Bon, le diagnostic, il est aujourd'hui vraiment tragique, vraiment d'une tragédie absolue. C'est-à-dire que la France, avec son endettement, est en train de perdre sa souveraineté, mais pas dans 10 ans, dans quelques mois. Donc le sens du 49-1, donc ce vote de confiance, c'est tel qu'il l'a présenté, c'est pas de dire approuver mes mesures, c'est pas de dire approuver ma politique, c'est de dire, et je trouve que c'est très intelligent, approuver le diagnostic de la gravité de la situation. Voilà. Alors on verra après comment les gens l'interprètent. Les partis peuvent l'interpréter de manière différente. On dit on ne va pas donner comme ça carte blanche à quelqu'un, mais je trouve que de dire attendez, vous pouvez être en désaccord avec les mesures, mais accordons-nous au moins sur le caractère dramatique du diagnostic, je trouve que c'est très intelligent. François Boulot, sur le diagnostic, en effet, c'est ça que demande le Premier ministre. Il dit chaos, responsabilité, c'est de valider son diagnostic. Sur le diagnostic, en fait, je crois que tout le monde est d'accord. Et je ne voudrais même pas me faire le porte-parole des partis d'opposition. Tout le monde voit bien que la situation elle est extrêmement préoccupante, qu'il y a un déficit, effectivement, qui est abyssal.
Mais en fait, la première observation qu'on a envie de faire, c'est qui est responsable. C'est quand même Emmanuel Macron qui dirige le pays depuis 8 ans. Il a même déjà participé au gouvernement de François Hollande en tant que ministre de l'économie. Donc je veux dire, si on en est là, il y a des responsables. Et en fait, le problème de François Bayrou, c'est qu'il veut continuer à appliquer la même logique, la même politique économique et la politique de l'offre, où on inonde massivement les entreprises d'aide publique, on pratique de l'austérité, et puis on attend que magiquement tout cela ruisselle et produise de la croissance. Il y a un échec, il est établi, et ce qui est fou, c'est que les gens qui gouvernent voudraient nous dire soyez d'accord avec nous sur le diagnostic, mais aussi sur nos solutions. Ah non, en fait, il faut changer de politique parce que sinon ça va produire les mêmes effets. Alors, Marval, le vote de confiance du 8 septembre, est-ce qu'il peut être vraiment perçu comme un vote démocratique au moment où seulement 28% des Français, on va le voir, estiment que la démocratie fonctionne bien? C'était une étude du Cevipof de janvier dernier. Eh bien non, je ne pense pas, parce qu'en fait, alors déjà François Bayrou, ce vote, même s'il pouvait être louable de présenter effectivement devant l'Assemblée un débat sur les grandes masses, les orientations, est-ce qu'on est d'accord sur le constat, il arrive bien tard, il arrive après déjà un plan, quand même des pistes très concrètes d'économie qui ont été avancées et qui ont hérisser les Français. Et en plus, il revêt, je trouve, une dimension très personnelle par rapport à François Bayrou qui est impossible de l'éviter. On n'a pas l'impression que François Bayrou propose un débat pour le peuple et pour la France. On a aussi l'impression qu'il propose un débat pour lui, pour se sauver, pour partir, je dirais, être maître de son destin, ne pas se voir imposer une censure vers laquelle il courait. Et généralement, quand on soigne à ce point sa sortie, c'est qu'on prévoit derrière une rentrée. C'est-à-dire il part en martyr pour préparer la présidentielle? Évidemment, mais oui, vous avez quand même une dimension sacrificielle. Mais totalement, et ça rentre à la fois dans le logiciel, je dirais un petit peu démocrate chrétien aussi de François Bayrou, cette croisade contre la dette qu'il mène depuis le début de sa vie politique. Et là, il dit, voilà, je serai l'homme de la vérité. Vous n'en voulez pas, je m'en vais. Il n'est pas d'accord, votre voisin. Non, je trouve que c'est vraiment pardon, c'est du commentaire de journaliste. Non, je trouve qu'on l'a vraiment. Vous êtes les deux symptômes de cette affaire. La gravité de la situation est niée. C'est juste dire, s'il y a des intentions politiques d'un côté, de l'autre côté, vous dites qu'il y a un consensus sur la dette, mais pas du tout. Il n'y a pas de consensus sur la dette, puisque chacun dit... Alors, oui, il y a une dette, mais c'est pas nous, mais c'est les autres, c'est les politiques, etc. Nous avons tous été nourris par cet endettement. Cet endettement fait fonctionner la France depuis plus de 30 ans. C'est ça, la réalité. Et ce n'est pas quelques responsables qui sont là, ce sont des majorités politiques qui se sont suivies, ce sont nous, autres citoyens français, qui sommes responsables. Juste au-delà de la dette, comment est-ce qu'on recrée du lien entre la classe politique et les Français? Ça a l'air anecdotique, mais peut-être pas. Non, François Bayrou a essayé de communiquer en direct à travers une chaîne YouTube cet été. Apparemment, ça a été un échec. Mais qu'est-ce que ça dit? C'est de la communication. La seule manière en démocratie de retrouver du lien, c'est de passer par l'élection. Donc là, il y a une tentative de dire, avant l'élection, essayons de se mettre d'accord sur le diagnostic. C'est quand même fou en France. Sur des questions qui sont en fait assez simples, les retraites, l'endettement, personne n'arrive à se mettre d'accord. Ce sont des chiffres, ce sont des nombres. Nous avons 2500 milliards d'euros de dettes. 3400, j'en oublie quelques-uns. Oui, nous, le diagnostic, on le connaît. Oui, mais le débat n'est pas sur les solutions par rapport à l'endettement. Et cette situation est une situation qui est absolument sidérante. Mais vous parlez de repasser devant les Français, François Boulot, mais les Français, c'est-à-dire directement l'élection présidentielle pour vous ou pas? Si vous voulez, ce qui brise en partie le lien de confiance, c'est que les gens se disent, mais bon sang, où va notre argent? On est l'un des pays effectivement les plus taxés au monde, sauf que les gens constatent qu'en contrepartie, les services publics sont en train de s'effondrer. Les hôpitaux, la santé, les hôpitaux, l'école, la justice, etc. Donc, il faut plus de moyens. Et donc, ils se disent... plus de moyens, donc, plus de dettes. Je ne vous ai pas interrompu. Mais si, je vous interromps, parce que c'est de la contradiction. Non, c'est pas la contradiction. Si vous voulez, pourquoi il y a de l'endettement? Parce qu'en fait, il y a une politique particulière économique qui a consisté à... Néolibérale, peut-être. à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches. Et du coup... Ça a créé un manque de recettes. Et donc, pour recréer le lien de confiance, l'un des premiers objectifs ou premières mesures qu'il faut faire, c'est rétablir de la justice, de l'équité. En fait, on pourrait demander aux Français, à la classe moyenne au sens large, de faire des efforts. Mais si vous ne demandez pas aux plus riches, à ceux qui sont tout là-haut d'en faire, vous ne pouvez pas entraîner la société. Les moyens démocratiques. C'est quoi les moyens démocratiques, justement, pour créer au-delà des considérations économiques et factuelles?
En fait, les moyens démocratiques, c'est effectivement d'écouter les Français lorsqu'ils se rendent aux urnes. On a vu quand même l'an dernier, l'été dernier, on était là autour de ces tables pour commenter justement la dissolution et les élections législatives qui avaient suivi. Et les Français qui ont voté, qui se sont déplacés quand même très nombreux, le taux de participation était important pour ces élections. 70%. Je pense que les 2/3 d'entre eux, que ce soit ceux qui ont voté pour la gauche ou pour le Rassemblement national, n'ont pas eu l'impression d'avoir été entendus, puisque, effectivement, on remet en place les mêmes mécanismes. La politique n'est quasiment pas amendée, et on dit un petit peu aux Français, ah bah dis donc, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes vraiment des Gaulois réfractaires et vous n'avez rien compris. Donc, il faut quand même, lorsque les Français s'expriment, il faut les entendre. Et on voit d'ailleurs, à travers, je repensais à la question de cette pétition contre la loi du plomb. 2 millions, 100 000 de signatures. C'est beaucoup plus que le corps électoral des gens sensibles aux questions écologiques, de LV évidemment, mais même au-delà de la gauche. Ça veut dire qu'il y a une appétence pour la démocratie directe, pour pouvoir... Les gens ont envie de reprendre un petit peu le fil de leur vie et le contrôle, tout à fait. Aurore Malval, vous avez parlé de dissolution, vous avez prononcé le mot, c'est une option possible, y compris au sein même du camp présidentiel. Écoutez Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il est certain que lorsqu'il y a un conflit extrêmement important entre le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, et l'exécutif, eh bien, le général de Gaulle et puis la République avant a imaginé la dissolution pour trancher le nœud gordien. La dissolution coûte cher à la France, bien sûr, mais il ne faut pas écarter cette hypothèse. Pierre-Henri Troyes-Voyot, est-ce que ce n'est pas la bonne solution finalement ? En démocratie, il y a des procédures à respecter. Donc effectivement, la première étape, c'est cette étape du 49-1. On demande la confiance du Parlement. Voilà, respectons la représentation telle qu'elle est actuellement. Il est très probable, si la confiance n'est pas votée, ce n'est pas une censure, mais si la confiance n'est pas votée, que le gouvernement démissionne. Et on voit mal dans cette perspective un autre Premier ministre avec une très improbable minorité d'actions qui se dévoient. Donc à partir de là, il y a deux voies qui s'offrent au président. Une voie qui est celle de la dissolution et une voie qui est celle d'un possible référendum sur ces questions, par exemple d'endettement et de budget. Certains parlent de sa démission aussi, Pierre-Henri Troyes-Voyot. Et la troisième hypothèse, mais la démission, là, j'entends bien les appels d'Emmanuel Macron, et j'entends bien les appels toujours intéressés à la démission pour prendre la place. C'est le dégagisme. Le dégagisme, c'est pour prendre la place. C'est pas de dégager tous les politiques, c'est pour prendre la place. Cette question-là est pas du tout sur le plan des institutions, dans l'esprit des institutions. Et par ailleurs, c'est un risque, là, pour le coup, de chaos et de crise institutionnelle qui est en fait très grave. François Boulot, cette situation de blocage, est-ce que c'est pas non plus le signe de la fin, peut-être, de la Ve République ? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer autre chose ? Déjà, je voudrais rejoindre l'analyse de Marcel Gauchet, qui disait qu'en fait, depuis 2005, ou plutôt depuis 2008, on est sorti de la Ve République, en tout cas dans son esprit. Parce que le vote du référendum de 2005 avait été nié par le traité de Lisbonne en 2008, et ça a créé une cassure. Une défiance, vous pensez que la défiance originelle vient de 2005 et de ce... Absolument, parce qu'à ce moment-là, la classe dirigeante, en gros, a envoyé le message au peuple français de dire on va gouverner sans vous, et voire peut-être même contre vous. Et effectivement, je rejoins Aurore Malval quand elle indique que le résultat des élections de l'année dernière ont été niés. Parce que, certes, on arrive avec une assemblée qui est divisée, un tiers. Donc, on n'a pas de majorité qui se dégage pour une alternative. Mais est-ce que la dissolution, c'est pas... Pour répondre à ce que dit François Bayrou, c'est le chaos. Il dit la suite, c'est le chaos. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je dis simplement que les Français, c'est ce que j'allais dire, on dit très clairement, majoritairement, on ne veut plus de cette politique-là. On en veut une autre. Et Macron, il a dit « moi, j'écoute pas, je continue comme j'ai toujours fait ». On a compris que Macron, c'est quelqu'un d'inflexible et il ne va pas changer de logiciel politique à 1 an et demi de la fin de son mandat. Donc la démission, moi, je dis, effectivement, ce n'est pas la solution. C'est un point de départ, on va gagner du temps. Et on va pouvoir à nouveau remettre en fait les sujets sur la table et discuter. Et en fait, il faudrait une vraie campagne électorale et qu'on puisse à nouveau trancher les sujets de fond pour changer de politique, parce que ça, c'est la volonté majoritaire aujourd'hui qui est exprimée dans les urnes. Vous allez réagir dans un instant, mais pour vous soumettre du grain à moudre, on se concentre sur le référendum. Est-ce que ça peut être un outil pour réparer la démocratie ? Une archive qui remonte, vous vous en doutez évidemment, à 1969. C'est ce qu'avait choisi le général de Gaulle. On est en avril. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement
sur ce sujet capital. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Laurent Malval, c'est la solution aujourd'hui qui doit se présenter au président de la République ? Alors, c'est compliqué parce que dans les textes, dans la Ve République, effectivement, la souveraineté s'exprime par ses représentants et par la voie du référendum. Donc, revenir au général de Gaulle, ça a toujours été un petit peu l'aspiration. D'ailleurs, on l'a vu, Emmanuel Macron, lorsqu'il a senti quand même ces derniers mois qu'il fallait faire quelque chose, revenait en disant, voilà, je vais proposer un référendum. Ça va tellement vite qu'on a oublié, mais il y a quelques mois, on se demandait sur quel sujet va-t-on faire un référendum. C'était la retraite, le budget. Exactement. Mais en fait, sur les retraites, ça aurait été une bonne idée, mais c'est trop tard. C'était il y a 2 ans, lorsque justement ça s'était présenté. Le budget, le problème, c'est que le budget, c'est quand même une compétence du Parlement. C'est un petit peu sa prérogative, et ça me semble compliqué de trouver la question. Oui, non, la question. Exactement. Sans simplifier. Si on demande aux Français, êtes-vous d'accord sur le diagnostic, effectivement, de grandes chances qu'ils répondent effectivement oui, mais sur les solutions, encore une fois, on revient sur cette exigence de justice fiscale qui est au fondement même, d'ailleurs, du pacte social de la République française depuis la Révolution. Donc, effectivement, c'est une question trop... Pierre-Henri Xavier, sur le référendum, quel meilleur moyen que de donner la parole aux Français, que de leur donner On est dans des institutions où le référendum est très encadré. Et c'est une difficulté. C'était très probablement, avant de faire un référendum, il faut déjà faire une modification de la Constitution pour le permettre. Tout dépend les questions qui seront posées, mais le référendum est très encadré et probablement trop encadré pour le moment. Et donc il y a toute une série de propositions qui sont les référendums qui étaient dans l'air du temps, c'était sur la question migratoire, mais quelles questions poser ? C'était sur l'immigration, c'était sur les retraites. Moi, je serais favorable à des référendums qui sont des questions ouvertes. Par exemple, sur la retraite, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que c'est baisser les pensions, augmenter la durée ou une retraite à points ? Voilà, il y a trois scénarios. C'est des dilemmes. C'est très ouvert. Vous voulez payer moins ou travailler plus ? Honnêtement, c'est ça la responsabilité. C'est ça la question de la responsabilité. Mais non, vous regardez... Par exemple, sur l'endettement, il faut être clair. L'endettement, il y a 2 manières quand on est endetté. C'est de faire des économies et d'augmenter les ressources. Moi, j'en ai une autre qui règle le problème de l'endettement et le problème des retraites. Et je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un objectif qui est complètement sorti des radars, c'est de réduire le chômage. En fait, si vous avez plus de gens qui travaillent, si vous produisez plus de richesses, vous avez plus de cotisations, vos comptes reviennent à l'équilibre et vos retraites, vous avez pas le chômage. Est-ce que le référendum à vos faveurs, justement, puisqu'on s'interroge sur le lien de confiance, est-ce que c'est quelque chose qui est à vos faveurs, le référendum ? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il est encore possible maintenant, dans les circonstances actuelles ? Moi, vous savez, je suis issu d'un mouvement, les Gilets jaunes, qui défendait le référendum d'initiative citoyenne. Alors. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et effectivement, c'est l'idée. Quelle était l'idée derrière ça ? C'est pour les gens, vu le résultat dans lequel on est aujourd'hui, on n'a plus confiance dans ces gens. On va faire nous-mêmes, en fait, ce que les dirigeants n'ont pas été capables de faire. Et donc, pouvoir se réexprimer de temps en temps, pour pouvoir dire maintenant, ça suffit. Là, on donne ce cap-là, et maintenant, vous vous y tenez. Oui, effectivement, donc vous dites plutôt référendum que démission d'Emmanuel Macron, si on vous entend bien. Là, ce serait plus utile. Le problème, c'est que le référendum d'initiative citoyenne, Emmanuel Macron, il l'a refusé. Donc, c'est pas lui qui va le donner. Et après, la démission d'Emmanuel Macron, pour moi, elle est dans la logique de la Ve République. Le général de Gaulle qu'on a entendu n'aurait jamais accepté d'être un président minoritaire. Et face simplement au résultat des élections législatives, il aurait démissionné. Pour lui, c'était inconcevable de présider le pays sans être majoritaire dans le pays. François Boulot, vous étiez le représentant des Gilets jaunes en 2018, un des représentants des Gilets jaunes. Là, le 10 septembre, il va y avoir ce mouvement qui semble assez hétérogène, qui s'appelle Bloquons tout. Est-ce que c'est un moyen, encore une fois, de restaurer une confiance, de lutter contre le désarroi démocratique, de remettre le contrôle au cœur de la vie des Français, enfin en tout cas de ceux qui vont tenter de bloquer tout ? Bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi on a ce mouvement ? Parce que les gens ils font des pétitions, ça ne sert pas à grand-chose. Ils manifestent, ça ne sert à rien. Il y a 2 ans, le mouvement sur la réforme des retraites est passé alors qu'il y avait 90% de la population active qui était contre la réforme des retraites. Les Gilets jaunes, les manifestations, je vous rappelle qu'il y a eu des éborgnés, des mutilés. Donc voilà ce que ça a donné. Et quand ils votent, on n'écoute pas le vote. Donc pétition, manifestation et élection, tout ça, ça ne sert à rien. Alors ils cherchent désespérément des moyens de se mobiliser et ils essaient de fédérer au moins sur ce qui fait consensus, en tout cas majoritaire dans la population, la colère, le refus de cette politique. Alors, on évoque avec vous, Anna, ce qui semble à l'origine de ce mouvement qui semble hétérogène. Oui, a priori, il y a plusieurs collectifs qui se cachent derrière ce mouvement Bloquons tout et qui sont nés sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est le collectif Les Essentiels, qui est censé représenter
tous les travailleurs essentiels à la vie du pays. Alors leur mouvement à eux, il a pris de l'ampleur le 14 juillet, juste après le discours notamment de François Bayrou, avec cette vidéo TikTok qui a été vue plus de 600 000 fois. Le message était très clair, c'est un peu ce que vous avez dit, fini les pétitions, les manifestations, les discussions. Il faut mettre le pays à l'arrêt avec une sorte de grand blackout citoyen. Alors on ne sait pas précisément qui se cache derrière ce compte TikTok, derrière le site internet, derrière le canal Telegram qui rassemble à peu près 300 abonnés. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on regarde les contenus, la mouvance, elle est plutôt souverainiste, anti-Europe et pro-valeurs chrétiennes. Ensuite, il y a eu d'autres groupes qui se sont greffés à ce mouvement, comme le collectif Indignons-nous qu'on voit ici. Eux portent aujourd'hui vraiment le mot d'ordre « Bloquons tout ». Ils sont présents pareil sur tous les réseaux sociaux, 8000 abonnés à peu près sur X, et ils s'attaquent directement au budget de François Bayrou, notamment la suppression des 2 jours fériés et le non-remplacement des fonctionnaires, entre autres. Et puis, il y a d'anciens groupes, là, des Gilets jaunes, qui ont réactivé leur communauté justement pour se greffer à ce blocage du pays le 10 septembre prochain. La différence avec les Gilets jaunes de 2018, c'est que là, les Français ne sont pas appelés à bloquer des ronds-points ou l'espace public, mais ils sont vraiment appelés à bloquer le pays depuis chez eux, par exemple en arrêtant de consommer ou en stoppant leurs transactions bancaires. Donc, Aurore Malval, est-ce que vous pensez que c'est ça la seule différence entre le mouvement des Gilets jaunes de 2018 et ces nouveaux mouvements citoyens? Et surtout, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, je pense qu'il y a plusieurs différences, notamment le contexte n'est pas le même. On est dans une période, je dirais, de plus grande incertitude économique aujourd'hui. Et d'ailleurs, on nous répète que la situation est très grave, etc. Les Gilets jaunes, en 2018, on est paradoxalement dans une situation où le chômage s'améliore, une situation économique où, en tout cas, je pense que les gens ont moins peur aujourd'hui, où ils ont à la fois peur et où ils sont en colère. Ensuite, en même temps, on leur annonce évidemment une crise austère. Tout à fait. Et en même temps, je pense que c'est très intéressant les nouveaux moyens d'action et qui correspondent aussi à ce qu'ils ont vécu depuis quelques années. Il y a cette idée de faire un petit peu sécession du pays, de se retrancher, une sorte de confinement choisi après celui justement du Covid qui a aussi laissé des traces, et de dire, eh bien, sans nous, il n'y a pas de société. Et on voit comme ça, je dirais que la société française un petit peu s'archipéliser, se morceler. Et c'est aussi une différence avec la mouvement des Gilets jaunes. Pierre-Henri Tavoyot secoue la tête. Oui. Non, parce que ça n'a rien de nouveau. C'est les Indignados en Espagne ont lancé ce mouvement, les indignés. C'est un mouvement qui existe depuis longtemps. Moi, je suis très surpris. Vous dites, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas combien. Et donc, il faudrait changer tout à partir d'une représentation qu'on ne connaît pas. C'est les gens, les intentions derrière. Il y a le truc, la clarification. C'est nébuleux, vous diriez, comme disent des syndicats, notamment. Oui, c'est une nébuleuse. Donc, il faut être aussi très prudent. Il faut aussi être très, très prudent parce qu'on sait dans l'espace public aujourd'hui qu'il y a aussi des interventions étrangères sur cette affaire. Je ne veux pas être parano ici dans cette logique, mais c'est une dimension qu'il ne faut pas du tout négliger, les comptes à l'étranger. Donc il faut être extrêmement prudent et en effet, la clarification, la seule en démocratie, elle vient des urnes. Là, les choses sont François Boulot, vous êtes prudent aussi par rapport à ce mouvement, vous y adhérez spontanément? Moi, spontanément, j'y adhère parce que je retrouve l'esprit des Gilets jaunes. Donc ça, c'est clair. Maintenant, je suis d'accord. Pour l'instant, c'est plutôt nébuleux. En fait, c'est comme pour les Gilets jaunes au début, avant la première journée. En fait, vous avez des bulles de contestation qui se forment. Vous avez des petits collectifs ici ou là. Tout ça est un peu disparate. Et à un moment donné, ça va prendre ou ça ne va pas prendre le 10 septembre. Mais c'est pour ça que pour l'instant... Ça se politise, en plus. Voilà. Mais ce que disait Pierre-Henri Tavoyot, il rejouait la légitimité des urnes contre la légitimité de la rue. Là, je suis désolé. Quand vous avez des gens qui disent non à cette politique, ils ont la légitimité de l'opinion publique, c'est les sondages, mais ils ont aussi la légitimité des élections de l'année dernière. Merci d'être venu évoquer le désarroi démocratique qui nous étreint tous.